Donc ici, peut-être, je suis revenue par rapport au toit, spécifiquement sur la prime. Donc il y a les primes, ce qu'on appelle petits travaux, pour l'instant en région Wallonne, qui donnent accès à des primes sans faire d'audit préalable. Et la toiture est reprise dans ces travaux-là. Donc c'est pas négligeable. Si on envisage que de faire ce travail-là, le travail d'isoler son toit, il y a une prime qui est dédiée à ça. Voilà. Et elle est accessible même si vous réalisez les travaux vous-même pour la toiture. Elle est moindre, mais vous avez aussi une prime pour vous. J'ai vu que Mathilde avait mis des petites brochures là-bas qui reprennent toutes ces infos-là. Donc c'est dans cette petite publication-là. Je vous ai mis les QR codes pour aller les consulter sur Internet. Donc c'est une prime petits travaux de toiture. Et donc comme vous pouvez le voir, isolation thermique du toit ou des combles. Donc ça c'était la question que vous me posiez la conférence précédente. C'est le toit ou les combles, c'est au choix. Avec des matériaux conventionnels ou des matériaux biosourcés. Pour le biosourcé, il y a une surprime. Vous avez plus d'argent pour la même surface. Ça peut être fait par le demandeur ou par l'entrepreneur. Évidemment, quand c'est par entreprise, vous avez aussi plus de primes. Et la condition pour l'avoir, c'est donc d'avoir une résistance thermique égale à 5. Et elle comprend aussi des subsides pour le remplacement de la couverture, l'appropriation de la charpente et le remplacement des gouttières ou descendants d'eau. Mais là, il faut pas un audit, mais il faut qu'un estimateur de la région passe avant pour estimer si les travaux doivent être faits ou pas. Donc, important, donc, en traditionnel par le demandeur, vous voyez des revenus de base ici. Plus votre revenu est faible, plus la prime de base sera augmentée. Donc vous commencez par exemple quand vous faites votre isolation thermique de votre toit par vous-même avec des matériaux conventionnels à 9 € du mètre carré. Mais par contre, si vous avez des faibles revenus, ça peut être jusqu'à x6. Donc on arrive à 54 € du mètre carré. Hop. Donc c'est assez intéressant, c'est 90% de la facture. Il y a un maximum sur le toit. Il n'y a pas. Hein. C'est pas les autres. Donc sans plafond sur votre facture. Donc c'est 90% de votre facture sans montant plafonné. En fonction du revenu voilà. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand on utilise des biosourcés, ça peut aller jusqu'à une prime 45% plus haute en utilisant le bon matériau biosourcé. Et on va voir que le biosourcé en toiture, ça a des avantages pour l'été, comme on a déjà pu le voir tantôt. Donc voilà, donc l'isolant, ça oppose une résistance thermique au passage de la chaleur. Bon, ça, on l'a vu tantôt, je ne vais peut-être pas vous le refaire. Donc, on se souvient, R, efficacité thermique, lambda, la caractéristique du matériau utilisé, qu'on retrouve sur les étiquettes des matériaux. Hop, hop, hop. Donc, plus mon lambda est grand, moins mon matériau est efficace, donc plus je dois mettre la même épaisseur pour avoir la même efficacité thermique. Le béton, le granit et la brique, ça n'isole pas, on est d'accord, à moins d'en mettre 5 mètres ou 17 mètres. Voilà. Comment ça marche, je ne vais pas vous le refaire aussi, mais donc nous on met 3 couches, on met un pull, un parka ouvert à la vapeur et la peau, et le bâtiment on retrouve ces 3 couches aussi. Donc ça je le passe rapidement. Hop, hop, hop. Voilà, ça va raccourcir. Hein. Je voulais par contre vous montrer les poses pas correctes qu'on avait vues tantôt. Ici aussi, les caissons qui sont vides là, ça ne doit pas exister. Les matériaux ne doivent pas poser pendant comme ça, ils doivent être bien tendus mais pas tassés. Et dans le cas de figure de la photo de gauche, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, l'idée c'est de bien remplir les caissons et après de remettre une couche dans l'autre sens. Donc, ici, on met des couches horizontales et on mettrait une couche voilà. verticale pour la photo. Ici, si c'était des petits chevrons de 6, on aurait moins d'épaisseur ici, et donc on viendrait croiser ici une ossature en bois dans laquelle on mettrait les matelas. Voilà. Ça évite d'avoir le pont thermique du bois, vu qu'il est croisé, il est recouvert. La deuxième couche, elle peut être plus fine. Le tout, c'est que les 2 couches ensemble atteignent le 5. Que ce soit 5 et... Enfin, si c'est 20, 5 et 15, ou 8 et 12, c'est pas grave, vu que les R se cumulent.
Donc voilà, donc ça c'est souvent ce qu'on voit malheureusement comme pose, mais ça c'est une pose catastrophique. Ben, déjà rien que la pose d'isolant, vous voyez ici il est tassé, il n'est pas continu, et ça c'est une bonne pose d'isolant en fait. Quand vous voyez un isolant de laine minérale posé, il doit avoir cette tête-là. Vous voyez, il est bien lisse, il ne fait pas de panse, il est vraiment bien posé. Il viendra se mettre après au-dessus. Ici c'est vraiment pour la pose de l'isolant. Tu vois, je ne suis pas devant toi quand je suis comme ça. Donc voilà. Mais donc si vous voyez poser comme ça, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème au niveau de ce qui a été mis en œuvre. Hop, on l'a vu. Donc ici, je vous ai mis je vous en ai parlé tantôt, mais je vous ai remis des petits échantillons de sous-toiture. Donc ça, c'est la sous-toiture rigide. Donc ça, c'est super en isolation. Donc au lieu de mettre une sous-toiture membrane comme on met conventionnellement, donc ça c'est une sous-toiture classique en membrane, on va mettre des panneaux rigides comme je vous ai fait passer là, eux qui ont en plus l'avantage d'amener de l'isolation aussi parce qu'ils sont en bois. Donc ça améliore en plus l'efficacité. C'est la sous-toiture, donc c'est votre parka, c'est ce qui va vous protéger des pluies et du vent. Non. Ça, c'est ce qu'on va mettre à l'extérieur pour protéger des pluies et du vent. C'est cette couche-là, en fait. Là, au-dessus, vous allez avoir latte contre... là, hop, on a une maquette. Donc, vous voyez, vous avez vos chevrons. Vous avez cette sous-toiture, latte. Il manque une contre-latte et l'ardoise. Ah, ici, une tuile. Et là, c'est une membrane. Et donc, voilà les lattes contre lattes. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que la toiture, ça descend, mais il y a un pied de toiture aussi. Donc ça, ce qui est après est dans votre gouttière, il faut aussi, normalement, le rendre étanche au vent. Donc revenir fermer la face de vos chevrons aussi, quand vous faites votre toiture, que vous y avez accès, on revient fermer aussi à l'étanchéité au vent. Ça peut être des membranes ou ça peut être des panneaux, comme celui qui est passé là. En rénovation, on aura plus facile de venir mettre un panneau comme ça ou une membrane qu'on redécoupe par l'intérieur. Donc le frein vapeur, on l'a vu, là c'est la couche qui fait notre peau, qui va empêcher d'avoir trop de vapeur qui passe d'un coup dans notre isolant. Et donc, je vous en ai mis deux aussi ici. Donc une qu'on appelle une hygrovariable et une conventionnelle. Hydrovariable. Ouais. Donc hygrovariable, donc hygro, donc à la vapeur. Donc le frein vapeur, il va avoir un certain SD, on a vu tantôt, c'est sa capacité à freiner la vapeur. Plus le SD est grand, plus il va freiner. Un frein vapeur classique, il va avoir un SD fixe de peut-être 15. Ok. L'hygrovariable, il va avoir un frein vapeur, un SD qui va varier dans le temps en fonction de l'humidité et de la température. En hiver, il va se fermer, donc il va laisser passer peu de vapeur. En été, ses pores vont s'ouvrir et laisser passer la vapeur qui aurait pu s'emprisonner dans le complexe vers l'intérieur. En fait, il permet en été d'évacuer une éventuelle condensation dans le complexe vers l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'en rénovation, moi je conseille toujours de mettre des freins vapeur hygrovariables. En toiture, en mur, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Mais c'est à l'humidité avec une ouverture des pores en fait. Hygro avec un G, variable. Il y a plusieurs marques qui le font. Donc voilà, donc encore une fois, l'importance quand vous voyez maintenant une toiture, ce que vous voyez, c'est avant de faire votre finition, quand vous voyez votre isolation, c'est cette face-là de l'isolant, du frein vapeur que vous voyez. Encore une fois, avec toutes ces bandes. Donc ça, je voulais... Une question. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit les toits qui sont les gens qui travaillent sur les toits, Oui. on voit qu'ils enlèvent tout, donc il reste plus que... Des chevrons. Et puis après, ils mettent une couche de synthétique qui a une surface argentée. Donc, soit on fait de la post-isolation de toiture, donc vous avez une toiture qui est là et vous l'isolez par l'intérieur. Soit quand on déballe tout, on peut aussi se dire je vais isoler par le dessus. Voilà, et c'est une technique qu'on appelle du sarking. Et donc on laisse juste la structure de la toiture.
On recrée généralement un plancher et on vient poser l'isolant au-dessus de la structure. Donc on pose un plancher, on met le frein vapeur sur ce plancher, on pose l'isolant, et généralement l'isolant a une couche un peu alue, et après il faut quand même récupérer l'eau en pied de charpente pour aller dans la gouttière, et puis on refait la toiture au-dessus. C'est du sarking. Ouais. En fait, on vient pas isoler par l'intérieur, mais par l'extérieur. Mais en rénovation, c'est souvent compliqué, à moins d'avoir une maison 4 façades, parce que quand tu as des voisins, des mitoyens, des toitures, enfin, les raccords sont souvent compliqués à gérer. Et donc c'est vrai qu'on n'en fait pas trop en réno. Donc le frein vapeur. Vous étiez là quand j'ai parlé des risques avec ce graphique-là? Ok, donc on a déjà passé pas mal de choses du coup. Voilà. Donc 20,0, la condensation, donc ça on a vu. Donc, je vous avais expliqué que donc il faut favoriser la sortie de la vapeur d'eau dans le complexe en créant une espèce de rampe de lancement. Et donc en toiture, il y a toujours 2 principes à respecter, c'est associer une sous-toiture perméable, donc ouverte à la vapeur, le plus possible, à une barrière fin vapeur suffisamment étanche à la vapeur pour freiner, et ne jamais avoir de lame d'air, je vous disais, les 3 couches, donc mon pull, mon parka et ma peau doivent toujours être en contact. Il faut éviter d'avoir des couches d'air entre ces 3 couches-là. Donc dans l'exemple que vous me donniez des chevrons, si vous laissiez l'espace des chevrons vide et que vous réisoliez par en dessous, ça poserait un problème dans ce vide. Parce que là, il y a un courant de convection qui se met en place et des problèmes de condensation. Donc ça, on l'a vu, régulation de la vapeur d'eau, c'est le mu. Donc ça, c'est la matière, c'est sa capacité à la matière à freiner la vapeur. Et cette matière-là, elle est placée dans une certaine épaisseur. Et donc, on a le SD, qui est la multiplication entre l'épaisseur du matériau placé et son coefficient son mu, sa valeur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Et dans le bâtiment, en toiture, on essaye toujours d'avoir 6 fois plus freinant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est vraiment le rapport à retenir. Donc, j'étais passée très vite, mais donc ces informations-là, on les retrouve sur les étiquettes des matériaux. Donc ici, on voit le mu, un mu de 2 pour une laine en bois, par exemple. Et ici, c'était pour, je ne sais plus quel matériau j'ai pris, mais on voit facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau de 2 aussi. J'ai été chercher la fiche technique du Steico, en fait. Voilà. Donc ça, je voulais montrer aussi. Quand on a des anciennes toitures où on avait mis cette couche aluminium comme isolant il y a 15-20 ans de ça, on a un gros problème parce que ça, c'est pas ouvert à la vapeur. Et donc là, potentiellement, c'est des points de condensation et de la condensation de la moisissure qui va se faire, mais quasiment à coup sûr. Donc ça, il faut enlever. Ouais. Par vapeur, c'est-à-dire ? Ça, c'était des matériaux qu'on mettait. Les années 65. Ouais, même après, jusque dans les années 80, c'était un matériau qu'on vendait miracle. Ouais. En fait, ça vient de l'aéronautique et des fusées, même de l'aérospatiale. Et c'est une couche d'alu, des couches de plastibule un peu comme ça qui emprisonnent l'air et une couche d'alu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les années 60, on a une espèce de couche de quelque chose qui est un peu tissé, c'est un peu cartonné, quelque chose, et alors j'étais passé bon. Ouais, il y a eu beaucoup d'eau dessus, quoi. Mais c'est aluminium comme ici. Ici, ce qui est vraiment embêtant, c'est que la couche est en aluminium et donc elle va stopper la vapeur d'eau. Donc ça, c'est le fait que ça soit totalement étanche à l'air qui pose problème, enfin étanche à la vapeur d'eau qui pose problème. Pour ceux qui sont qui aiment manipuler les outils informatiques, il y a un petit problème qui s'appelle Ubacus. Il est là dans le coin. Il permet en fait de faire des petits graphiques comme ça. Donc il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite, il y a déjà pas mal d'infos dedans qu'on peut utiliser. Et en fait, on dit, voilà, moi j'ai une toiture avec des chevrons d'autant, des poutres d'autant. Je veux mettre un isolant de cette marque-là dans cette épaisseur-là. Il vous construit votre complexe. Vous avez différents freins vapeur à votre disponibilité dans la base de données.
Et lui vous dit, ben voilà, votre résistance thermique c'est d'autant, mais surtout il vérifie qu'il n'y a pas de risque de condensation dans le complexe. Donc ici, voilà, j'ai fait une simulation avec ce type de finition à l'intérieur comme sous toiture. Ben, il m'a dit, hop, condensation à coup sûr. Donc c'est vraiment un petit programme qui est super simple à utiliser quand on prend l'habitude, et ça permet vraiment de voir les risques potentiels de condensation dans le complexe et l'efficacité thermique proposée et le déphasage. Il fait tout. Donc voilà. Ça, je vais peut-être le refaire parce que je pense que monsieur n'était pas là quand j'ai parlé du confort d'été d'hiver. Aussi. Avec... donc je vais quand même expliquer pour madame, du coup je suis désolée. Ouais. Donc en thermique du bâtiment, on a très bien appris à gérer l'hiver, le froid. Donc on a mis des matériaux qu'on met dans des épaisseurs de plus en plus épaisses pour empêcher la chaleur de sortir. Mais quand on est en été, la logique elle est totalement différente, enfin, elle est plus particulière. Et d'ailleurs, on le voit, généralement, les bâtiments contemporains très isolés, généralement, en été, il fait très très chaud dedans. Parce qu'on n'a pas réfléchi à cette gestion de la chaleur d'été. Et donc, ce qu'il faudra arriver à trouver, c'est des bâtiments comme les bâtiments contemporains, efficaces en hiver, mais aussi efficaces en été. Comme nos vieux bâtiments qui étaient avec des murs très épais, mais qui restaient très frais. Et pour ça, il faut se réinterroger sur ce qui se passe dans un bâtiment à ces saisons-là. Donc, quand vous avez en hiver, il fait froid dehors, chaud dedans. La chaleur, elle veut toujours vase communicant. Le bâtiment veut toujours se mettre en équilibre par rapport au climat extérieur. Donc si je fais plus chaud ici, la chaleur, elle va vouloir sortir massivement pour aller réchauffer l'air extérieur. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'isoler les bâtiments en lui mettant un gros pull au bâtiment. Et donc, on a défini des résistances thermiques pour empêcher la chaleur de sortir. Je mets une couche d'isolant, j'ai un petit air, je freine la chaleur, mais j'en ai encore beaucoup qui passent. Donc on a décidé de mettre des couches de plus en plus épaisses pour avoir une résistance thermique de plus en plus grande et d'avoir quasiment plus de chaleur qui passe. En hiver, ça fonctionne bien. En été, le problème est quand même différent. Ça, c'est une courbe des températures sur une journée d'été à Ottignies. Okay, on voit que voilà, la température, elle commence à monter, 11h, 14h, à 16h, elle atteint un point culminant, et puis ça recommence à descendre tout doucement. Donc, dans cette phase-là, 25 dehors, 20 à l'intérieur, la chaleur, elle veut rentrer. Par contre, plus la journée avance, on arrive la soirée, je vais avoir la température qui diminue, et là, il va faire plus chaud dedans que dehors. Et donc là, la chaleur, elle va vouloir sortir. Okay ? Donc, si je remets ça sous un schéma, il est l'été, il est midi, le soleil chauffe, il chauffe mes tuiles. Je mets ma main à la surface d'une tuile ou d'une ardoise à cette heure-là, je fais cuire un petit œuf. Il fait 70-80 degrés. Dans mon bâtiment, il fait que 20 degrés, parce que ça n'a pas encore eu la canicule. Donc j'ai un delta de 50 degrés, donc on comprend bien que la chaleur qui est là, très très massivement plus chaude, va vouloir rentrer dans mon bâtiment. Donc voilà, la journée se passe, ça commence à rentrer, c'est rentré dans mon bâtiment. Donc j'avais peut-être avant 20 degrés dans mon bâtiment, une fois que c'est rentré, il va peut-être faire 25 dans mon bâtiment maintenant. Une fois la soirée arrivée, il fait plus froid dehors, plus chaud dedans. Donc là, la chaleur, elle voudrait sortir. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait à mon bâtiment? Je l'ai isolé, je lui ai mis ces deux bons gros pulls. Donc la chaleur qui est là, 25 ici, 10 dehors ou 20 dehors, j'ai plus que 10 degrés de delta, et un isolant qui empêche ma chaleur de sortir. Donc en fait, la chaleur, elle reste à l'intérieur. Donc ce qu'il faudrait arriver, on le comprend bien, c'est empêcher cette chaleur de rentrer dans le bâtiment. Il faut la freiner avant. C'est ce que j'avais fait ici. Je vais voir si j'arrive encore jusque-là. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec une cour d'école. Donc vous imaginez une cour d'école, un caniveau, un bidon. Il pleut. Si la cour d'école est en asphalte, qu'est-ce qui se passe? Il pleut dessus. L'eau ruisselle tout de suite, elle remplit le caniveau et elle va venir remplir mon bidon. Tout de suite, mon bidon va se remplir. Si maintenant je mets une cour d'école en terre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la terre,
elle va se charger en eau progressivement, et une fois qu'elle sera saturée en eau, elle va la relarguer progressivement vers mon caniveau, puis vers mon bidon. J'aurai peut-être un tout petit fond d'eau au bout du même temps de pluie. Et donc il faut, en fait, dans les matériaux de construction, il y a des matériaux qui marchent comme ça, comme la terre, et qui accumulent la chaleur. Hop. Et donc c'est des matériaux, ça va chauffer, ils vont stocker dans leur marche, dans leur masse, et puis une fois qu'il fait plus froid dehors, ils relarguent vers l'extérieur vu qu'ils ne freinent pas. Donc voilà. Et dans nos latitudes, on estime qu'un déphasage de 8 heures, entre 8 et 10 heures, c'est quelque chose de très bon, de suffisant. Et donc, pour définir ces matériaux, nous, on a fait un petit test pour voir qu'est-ce qui caractérisait ces matériaux-là. Donc, on a pris une ouate de cellulose. Donc, la ouate de cellulose, c'est à insuffler. Donc, c'est ce petit sac-là. C'est du papier haché. C'est des papiers journaux qu'on récupère, qu'on hache, qu'on traite contre les incendies, contre les bébêtes, et qu'on vient insuffler dans les toitures. On a pris une laine minérale classique, un polyuréthane, donc un panneau rigide comme celui-ci. Hop. Ça c'est polyuréthane. Et une laine de bois, j'en avais pas, mais c'est l'équivalent ici d'un panneau en fibre d'herbe, on va dire. Et on a été voir la prime, vous y avez droit à partir du moment où la résistance thermique de votre isolant vaut 5. Okay. Et la résistance thermique, elle est caractérisée par le lambda. Donc hop, je reviens ici, comme vous n'étiez pas là. La résistance. Donc la résistance thermique d'un matériau, c'est son épaisseur en mètres sur son lambda, sur son coefficient de conduction thermique. Le lambda, c'est une info que vous trouvez sur les étiquettes des matériaux. Voilà. Et donc, le lambda de la ouate de cellulose, c'est 0,038. De la laine de bois, de la laine minérale, c'est 0,032. Du polyuréthane, c'est 0,024. Et de la laine de bois, c'est 0,040. Plus le lambda est élevé, plus il faudra mettre d'épaisseur pour arriver au même R. Vu qu'on divise, plus ça doit être grand pour si le lambda. Donc plus c'est petit, moins il faudra mettre d'épaisseur. Mais voilà. Après, c'est pas une question qu'il faut avoir le lambda le plus petit possible. C'est juste qu'il faut mettre la bonne épaisseur pour avoir la bonne résistance thermique. Donc ici, il m'en faut 19 cm en ouate de cellulose. On a vu la laine minérale un peu plus performante, il m'en faut 16. Le polyuréthane, qui est le plus performant dans cette gamme-là, il m'en faut 12. Et ici, ma laine de bois, il en faut 20. Donc ça, c'est pour atteindre mon R, donc mon confort d'hiver. Mais moi, je veux du confort d'été aussi dans ma toiture. Donc dans tout ce qui est léger, comme une toiture en bois, qu'elle soit horizontale ou verticale, si je ne mets pas quelque chose qui a de la masse, j'ai rien qui va... Enfin, si j'ai un mur, je vais avoir le mur qui va faire ce rôle un peu de stockage de chaleur. Dans une toiture en bois, j'ai rien. J'ai pas de matière. Et donc, il n'y a que l'isolant qui peut aller chercher cet effet de déphasage. Et donc, nous, on s'est dit, ben voilà, on va regarder maintenant le déphasage produit par les différents matériaux dans les épaisseurs mises pour le confort d'hiver. Si ? Donc le déphasage, c'est le temps qu'il va falloir à la chaleur produite à l'extérieur pour rentrer dans le bâtiment. Donc j'ai du soleil à midi, combien il faudrait de temps pour que cette chaleur rentre. Et donc c'est pour ça qu'on dit 8 heures, parce que souvent nous, nos changements entre chaud dehors, froid dehors en Belgique, c'est 8 à 10 heures. Et donc si tu as au moins un déphasage de 8 heures, ben, ça veut dire que la chaleur, elle ressortira, elle ne rentrera pas. Et donc tu n'augmenteras pas ta température intérieure. C'est uniquement par rapport à la chaleur, c'est pas par rapport à l'humidité, le déphasage. C'est surtout chaleur.
C'est la chaleur. C'est vraiment pour ton soleil, ta canicule ne rentre pas dans ton bâtiment. Et donc, la ouate de cellulose en 19 cm, ben, ça déphase de 6 heures. La laine minérale en 16, 2 heures. On est loin des 8 heures. Le polyuréthane en 12, ben, c'est 3 heures. Et la laine de bois en 20, c'est 11 heures. Donc, on voit ici, au niveau thermique d'hiver, je suis sur un pied d'égalité d'efficacité thermique. Mais au niveau du confort d'été, ces deux-là, je suis pas loin de. Enfin, je suis dans une zone de confort. Là, j'y suis pas du tout. Hein. Et ouate de cellulose, ça veut dire qu'en mettant peut-être 22 cm, ben, j'aurai mes 8 heures de décalage. Donc en rajoutant un peu de densité, j'aurai une meilleure efficacité d'hiver, mais je suis sûre qu'en été, j'aurai le déphasage suffisant. C'est aussi ce travail-là qu'il faut parfois réfléchir. Ouate de cellulose, c'est pas le fait de mettre 2 cm ou 5 cm en plus qui va me coûter beaucoup, c'est tout le travail qui est autour qui me coûte. La matière, elle coûte pas grand-chose. Alors tu t'inquiètes pas de ce paramètre-là, mais il faut te dire qu'un bâtiment, tu le fais pas forcément pour toi, qu'il y aura des personnes derrière qui vont en profiter aussi. Pourquoi refaire des travaux si on peut choisir le bon... Puis, dans une toiture, quand il fait 30 degrés en été, ouais, non. Donc voilà. Mais quand il fait très chaud dehors, tu sais même pas mettre de mouvement d'air, parce que ton air qui rentre est aussi chaud que... Voilà, et ouvrir une fenêtre pour faire rentrer de l'air chaud, au moins tu contrôles ce que tu fais rentrer, que là tu subis si tu ne fais pas ça. Voilà. Et alors, ce qui nous donne comme indication aussi ce petit test-là, c'est quoi les paramètres qui font qu'un matériau a la capacité de stocker la chaleur et un autre pas. Parce que c'est 4 isolants, donc à la base c'est la même chose. En fait, c'est 2 paramètres. Ben, premièrement, l'épaisseur. Plus je mets quelque chose en grande épaisseur, ben, plus il va freiner le passage de la chaleur, c'est logique. Mais il y a 2 autres paramètres. Le premier, c'est la densité. Enfin, c'est la masse volumique. C'est donc le poids du matériau au mètre cube. Plus un matériau est lourd, donc plus quand on va prendre un isolant là et un autre dans l'autre main, celui qui sera le plus lourd au pesage comme ça, c'est celui qui aura la plus grande efficacité d'été, parce que sa masse volumique est plus grande. Un des meilleurs stockages de chaleur, c'est le béton, très très dense. Ça stocke super bien la chaleur, donc ça fait un grand déphasage. Des murs en béton, il n'y a pas mieux. Et le deuxième paramètre, c'est la capacité thermique du matériau. Donc ça, la capacité thermique du matériau, c'est la quantité de chaleur qu'il faut apporter à 1 kg du matériau pour élever sa température d'1 degré. Donc ça veut dire que plus ce chiffre-là, ce C-là est élevé, plus le matériau va avoir la capacité de stocker la chaleur avant de la donner. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les matériaux biosourcés, comme la ouate de cellulose et le bois, ont des capacités thermiques très élevées. La cellulose, elle est à 2000 et la laine de bois, elle est à 2100. Tandis qu'une laine minérale, on est à peine à 830. Et donc, peu de capacité à stocker la chaleur dans ma masse. Donc, hop, en 2 heures, le chaud de dehors est rentré dedans. Et donc, voilà. On peut choisir des matériaux biosourcés pour des raisons philosophiques, environnementales, mais aussi pour une grosse raison technique, en tout cas pour moi, en toiture, légère. Ils ont vraiment un avantage technique de confort d'été. Et ça, quelle que soit la gamme de matériaux biosourcés, c'est la nature des fibres qui fait ça. Voilà. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est pour les parois, enfin pour votre toiture qui est pleine. À chaque fois que vous rajoutez des Velux, des entrées de lumière, il y a 200 fois plus de chaleur qui passe par un Velux que par une toiture. Donc, toutes ces entrées-là, si vous ne les occultez pas quand il y a du soleil, le soleil va rentrer par là, il va chauffer votre local et elle ne ressortira pas avec votre isolant. Donc l'important, c'est vraiment ces occultations. J'ai des parois, des éléments vitrés dans ma toiture, j'ai des systèmes qui permettent d'occulter quand le soleil est haut. C'est vraiment important. C'est essentiel, autrement, tout ce qu'on a mis autour ne sert plus à rien.
Et donc, souvent chez Velux, il y a des stores automatiques qu'on vient mettre voilà, qui laissent un peu passer la lumière, mais qui arrêtent. Ouais. Ou des volets. Et quand on a des fenêtres dans ces pignons, on lui met soit un store aussi, soit des petites casquettes qui ombragent. En fait, ce que j'expliquais tantôt, à partir du moment où il y a du soleil et que vous avez une marque de soleil au sol, c'est une partie qui chauffe. Donc il faudrait, quand il y a des grandes canicules, garder cette marque à l'extérieur en ombrageant. Ça, je répète pour vous aussi du coup. Tout ce que j'ai expliqué sur les bases plus de thermique, ça se retrouve dans des petits guides qui sont téléchargeables sur Internet. Donc avec le QR code et l'adresse qui est là. Et je donnerai à Mathilde les PowerPoint et si vous donnez votre adresse, elle vous enverra le support aussi. Donc voilà. Et on retrouve aussi un guide avec tous les matériaux. J'ai une 40aine de matériaux là dans ma mallette, toutes les fiches techniques de ces matériaux-là aussi, et des guides qui montrent les différentes compositions de parois et comment on met les différentes couches et à quoi elles servent. Donc voilà. Et donc, on rentre dans la toiture maintenant à proprement dit. Donc quand on a une toiture, qu'on doit isoler son toit, parce que ça peut être la toiture ou le plancher du grenier, l'important c'est toujours à chaque fois de se poser les bonnes questions et de développer comme ça un espèce d'organigramme de réflexion. La première question à se poser, c'est est-ce que mes combles sont chauffés ou pas? Est-ce que je me sers de mon grenier comme une pièce de vie ou est-ce que c'est un lieu de stockage que je ne chauffe pas? Ça, c'est vraiment la première question à se poser. Donc, donc ça devient un espace chauffé, voilà. Et donc, voilà. Donc là, j'ai mon grenier. Donc je ne m'en sers pas. C'est un grenier, je ne chauffe pas, donc je vais mettre ma barrière isolante à l'horizontale dans mon plancher. Je me sers de mes combles, je vais isoler mon toit dans la pente pour garder la chaleur dans mon volume chauffé qui intègre ma pente. C'est vraiment cette démarche-là qu'il faut bien réfléchir. Mais c'est parce que c'est un grenier. Dans quel cas? S'il n'y a rien. Moi j'ai un plein pied. Donc au-dessus c'est le grenier. J'ai quelques affaires dedans. Vous pouvez faire ça sans problème et mettre à des endroits du plancher au-dessus qui vous permettent de déposer au-dessus de votre isolant. C'est pas que le grenier n'est pas accessible, c'est qu'il n'a pas besoin d'être chauffé parce que c'est pas une pièce de vie. C'est vraiment ça. C'est le côté. Est-ce que mes combles sont aménagés et chauffés? Donc est-ce que je m'en sers et est-ce que je chauffe cet espace-là? Ou est-ce que c'est juste des combles vraiment greniers pour stockage? L'isolant ne peut pas marcher tout doucement. Mais ton isolant, rien ne t'empêche à certains endroits de remettre une structure qui te permette de marcher. Moi j'ai un grenier isolé dans mon plancher et mon grenier c'est ma zone de stockage. Parce que j'ai un plancher comme ici remis sur ma structure. Ça répond? C'est accessible par trappe. Ouais. Mmh. Mais à l'avenir, dans un premier temps, on peut faire un truc de stockage, une pièce de stockage, un grenier. Et plus tard, peut-être des chambres. Plus tard, peut-être. Donc, ça veut dire que pour moi, dans mon cas, ce ne serait pas bien de faire, en un premier temps, l'isolation, je vous dis, sur les 6 cm. On dit que cette pièce, c'est moins froid, si on va stocker. Et que plus tard, si je veux faire des chambres, alors je peux remettre une couche d'isolation, etc. En fait, ce qu'on appelle tuer le gisement, faire les travaux à moitié et pas directement bien, c'est toujours faire des frais pour quelque chose que tu vas démonter et refaire. Et donc, oui, tu peux te dire si pour l'instant c'est une zone de stockage, mais dans 5 ans je vais en faire des chambres, directement isole tes combles, isole tes pentes. Tant pis. Mais voilà, ça sert à rien de remettre une couche d'isolant dans le sol qui de toute façon ne te servira à rien dans 5 ans. Autant la mettre directement dans tes pentes. Voilà. Mais c'est l'un ou l'autre. En fait, on appelle ça l'enveloppe chauffée. Et donc, tu regardes tes pièces chauffées. Ton isolant doit faire le tour des locaux qui vont être utilisés et chauffés. C'est vraiment toujours cette idée-là. C'est vraiment ce que j'ai voulu mettre. Tu vois ici, la petite zone orange. Mon espace chauffé, il est là. Là, c'est froid, c'est ma toiture, j'ai pas besoin. Là,
mon espace de comble est habité et donc mon isolant il fait le tour. C'est vraiment ça qui est important. Maintenant, faire ça alors que tu n'occupes jamais ton grenier, premièrement, tu utilises plus d'isolant parce que la surface en angle est toujours plus grande que celle à l'horizontale, mais surtout tu chauffes indirectement ton grenier parce que la chaleur de tes pièces monte, il va chauffer ton grenier pour rien. Et donc toi, dans ta facture d'énergie, ça va impacter. Au lieu d'avoir, 100 mètres carrés chauffés, tu en auras 150. Et donc plus tu chauffes de volume, plus tu vas mettre à ton portefeuille pour le chauffer. Et donc, mon grenier, mes combles, c'est un grenier dont je me sers comme stockage. Donc on isole le plancher. On va réfléchir après à quelle est la structure de ce plancher. Selon que c'est une structure en bois ou une structure en béton, je n'aurai pas les mêmes types d'isolation. Dans une structure en bois, on va plutôt isoler entre les pièces de bois ou au-dessus. Mais généralement, on le fait entre les pièces de bois. Et sur une dalle en béton, on est obligé d'isoler par le dessus. Oui, parce que c'est là, ou par en dessous, mais alors tu perds dans tes pièces de vie, donc généralement tu le fais par au-dessus. Et dans tous les cas, on veillera à ce que le revêtement de sol mis au-dessus de ça soit ouvert à la vapeur. Toujours mon principe de 5/6. Et on va choisir le bon frein vapeur en fonction de ça. De l'autre côté, j'ai décidé que ma toiture, j'allais y vivre, j'allais y faire des chambres. On va isoler la toiture. On va réfléchir là à regarder, mais quelle sous-toiture est déjà en place? D'abord, est-ce que j'en ai une? Si j'en ai une, est-ce qu'elle est ouverte à la vapeur? Est-ce qu'elle laisse sortir la vapeur? Est-ce que ce n'est pas un fil d'aluminium ou une membrane qui ne laisse pas sortir la vapeur? J'ai pas de sous-toiture, je vais en mettre une en place. Et je vais en mettre une qui est ouverte à la vapeur. Ouverte à la vapeur, si celle qui est en place n'est pas ouverte à la vapeur, il faudra que je la remplace. Je ne peux pas laisser quelque chose de fermé à la vapeur comme sous-toiture. Autrement, comme je vous l'ai expliqué à l'intervention précédente, ça va mettre des points de condensation dans mon complexe et je suis cuit, je vais avoir des problèmes. Oui. La sous-toiture, c'est ce qui va s'il vient tout de suite en dessous des trucs. C'est ça, sous-toiture, ouais. Sous-toiture, frein vapeur isolant. Et maintenant, on va aller détailler poste par poste comment ça se passe. Si vous voulez vraiment avoir pas mal d'images là-dessus, il y a un petit guide qui est sur Internet qui s'appelle l'isolation de toiture, guide pratique. Je vous ai mis l'adresse en dessous aussi. Et c'est vraiment bien fait pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes. On voit étape par étape comment le faire et les points d'attention. Oui. Oui. Idéalement, il faut démonter et en remettre une. Encore une fois, les ardoises et tuiles ne sont pas totalement étanches à l'eau. Et quand il y a de la pression d'air, quand il y a du vent, quand la neige fond, il y a de l'eau qui passe. Quand tu n'avais pas d'isolant, rien, ça passait, ça s'évaporait, c'était pas de problème dans ton grenier. Une fois que tu vas isoler, ça va se bloquer dans le complexe et c'est là que ça pose des problèmes. Je ne sais pas si j'ai mis ici, le CSTC propose des solutions temporaires comme sous-toiture. Donc je veux isoler mon toit, mais j'ai pas de sous-toiture. On peut en recréer une par l'intérieur provisoirement, mais ils disent que c'est pour des durées limitées. Il faut se dire que c'est parce que dans 5 ans, je refais mon toit, quoi. Ça permet d'isoler en attendant, mais de se projeter à 5 ou 10 ans pour refaire quelque chose de correct. Quand j'avais demandé à David parce que les tuiles ont dépassé leur fin de vie officielle, mais tout de suite ils font un devis pour l'isolation, comme j'avais dit, avec le truc Par l'extérieur. par l'extérieur. Ils viennent ici au-dessus en fait. C'est ça. Mais en fait, on peut simplement demander qu'ils enlèvent les tuiles, qu'ils mettent un pas, Une sous-toiture. une sous-toiture et des tuiles, et puis c'est bon. Oui, si toi tu veux faire par toi-même par l'intérieur, il n'y a aucun problème. Oui, ou par la suite, tu peux faire ça en 2 étapes. Parce que les prix pour le toit, c'est la même. Si on change. J'essaie de réfléchir pour faire une phrase. Si je demande une prime, c'est pour changer les tuiles, l'isolation du toit, la prime, c'est pas juste pour changer les tuiles. Il faudrait voir dans les primes
dans les Rénopac, est-ce que tu peux juste changer ta tuile et dire que tu fais ton isolation autrement ou plus tard? Donc tu as une toiture qui fuit. Est-ce qu'ils obligent de lier la rénovation de la toiture à l'isolation de la toiture? Ou est-ce que tu peux phaser? Je ne sais pas non plus. Je t'avoue, j'ai jamais eu le... Mais c'est pas logique qu'ils subsidient, qu'ils donnent des prix pour un toit qu'on n'isole pas. C'est un poste différent. Ouais. La couverture de toiture est un poste différent de l'isolation. Oui. Je disais donc c'est ce que je disais déjà. La pose de toiture, enfin la couverture. Oui, la couverture est un poste séparé en termes de primes que l'isolant. Donc pour moi, ce serait possible, mais à vérifier. Et je pense que ce serait plutôt dans le cadre des petits travaux et pas les primes subsidiées parce qu'il y a l'audit. Je le mettrais comme ça. De mise à salubrité du bâtiment, si tu as des infiltrations, tu vois. Peut-être. Franchement, ça Je change pense- tellement vite que moi... Ouais, peut-être que là, s'adresser au guichet énergie, c'est une bonne idée, puisqu'ils auront peut-être plus la spécificité à ce niveau-là. Pour... Donc non. Actuellement, il y a encore ce qu'on appelle les primes petits travaux, qui sont en fait des primes sans audit. Et la toiture est reprise dedans, à 90% maximum de la toiture, et avec des... Il y a un petit guide qui est là-bas, j'en ai parlé au début. En fait, selon vos revenus, vous avez une prime de plus en plus élevée. Et donc on peut la faire soi-même, on peut la faire par entreprise, sans audit. Donc voilà. Et les primes sont peut-être un peu moins élevées que si tu les fais via les Rénopac ou... Et le fait d'utiliser des matériaux biosourcés, donc des matériaux qui vous donneront du confort d'été, vous donneront une surprime qui couvre facilement la différence de prix qu'il pourrait y avoir. Donc ça a été bien fait. Donc ce petit guide-là, si vous voulez le faire vous-même, il ne faut pas hésiter à aller le télécharger, il est vraiment super bien fait, ça vous donne un guide de conduite. Donc voilà, on va maintenant passer en détail dans les différentes solutions. Donc on va d'abord regarder la plus simple, c'est-à-dire le plancher du grenier, la plus facile à mettre en œuvre généralement. Donc on n'isole jamais une surface qui est humide ou qui n'est pas stable. Donc on va toujours aller isoler sur quelque chose qu'on a stabilisé et qui n'est pas humide. Donc on va toujours bien observer ces éléments. On va vérifier si les solives sont encore en bon état ou s'il ne faut pas en remplacer. Autrement, c'est encore une fois faire des travaux dans quelque chose qui n'est pas viable à long terme. Donc, on a dit dans les structures de plancher, soit des structures bois, soit des dalles en béton. Donc structure bois entre les gîtes ou par-dessus, dalles en béton par-dessus. On va commencer par celle-ci. Donc quand vous regardez un plancher de grenier, que vous enlevez votre aire de marche, donc votre parquet, c'est ça que vous voyez. Vous voyez en fait des grosses poutres en bois qui sont les gîtes, qui sont mis tous les 45 cm et qui font en fait le support de votre plancher, qui font la structure du bâtiment. Donc, on a dit pour gérer notre confort, on a 3 couches. On a notre peau qui gère la diffusion de la vapeur, on a notre pull qui est notre isolant et notre parka qui nous protège du vent et des pluies. Et bien donc ici, première couche qu'on va placer sur nos gîtes, c'est le frein vapeur. Donc c'est la couche qui joue le rôle de notre peau et qui va ralentir le passage de la vapeur. Ça c'est vraiment une couche qu'il faut soigner, il faut vraiment bien soigner le placement. Ce qu'on a vu, une fente d'1 millimètre là-dedans, c'est la porte ouverte à la diffusion de vapeur d'eau et à la condensation. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On vient dérouler une membrane frein vapeur qui est comme celle-ci, donc hygrovariable. Donc c'est un film assez léger. On vient le dérouler et on emballe bien tous les gîtes avec. Et on fait remonter sur les murs jusqu'à la hauteur où arrivera le haut de l'isolant. Donc on fait vraiment un bel emballage. Ces panneaux-là, ces bandes-là, elles font plus ou moins 1,50 m de large. Donc on va dérouler, on va superposer la seconde et on va bien venir mettre un tape au raccord des deux pour rendre étanche ce raccord. C'est agrafé sur les poutres de bois aussi pour qu'il y ait de la tenue. À chaque fois que je vais avoir quelque chose qui vient percer ce frein vapeur, un conduit, une gaine électrique, j'agrafe, on les recouvre avec du tape aussi. On vient recréer l'étanchéité à l'air avec des bandes spécifiques. Vous voyez ici, il y avait un conduit, à mon avis de VMC, qui passait là. Ils l'ont
réétanchéiser en mettant de la bande autour. Là aussi. Donc ça c'est le cas dont tu me parlais pour un plancher. Donc généralement les gîtes de plancher c'est 16, souvent pour les porter dans des maisons, les maisons anciennes traditionnelles. On a des gîtes de 16, mais moi mon R il est de 5. Et donc il me demande de mettre en place 20 cm de l'isolant que je dois placer. Une laine de chanvre par exemple. Donc je vais mettre un premier. Donc j'ai mon frein vapeur qui a été placé ici, mais enfin ici il est mieux fait, vous voyez, il est là, il emballe mes gîtes. J'ai une première épaisseur d'isolant de 16 que je viens de passer entre mes gîtes et qui arrive au ras de mes gîtes. Et puis dans l'autre sens, je replace des éléments en bois de 4 pour remettre un matelas isolant de 4 au-dessus. Et vous avez vu, en perpendiculaire. J'en ai un dans un sens, l'autre perpendiculaire, pour justement minimiser les ponts thermiques dus au bois. Là, j'ai vraiment plus que les petites zones où mes deux pièces de bois se superposent, où j'ai pas d'isolant. Et là au-dessus, et vous voyez bien ici le frein vapeur qui remonte bien sur le mur aussi. Et au-dessus, je viens remettre mon aire de marche, mon plancher, qui va jouer le rôle de parka. Parce que ce grenier-là, il est à tout vent, il est brassé par l'air extérieur. Le type d'isolant que j'utilise dans ces cas-là entre gîtes, ça peut être du vrac, ça peut être quelque chose que je déverse. Ça peut être des matelas souples comme de la laine minérale ou des semi-rigides comme plutôt, vous voyez, la laine d'herbe, quand vous appuyez dessus, ça a de la tenue, quoi. Donc typiquement, comme on est dans du bois, il vaut mieux rester sur des trucs qui ont une certaine souplesse et pas jouer avec des panneaux rigides. Parce qu'autrement, ça fonctionne pas ensemble. Ouais. Premièrement, ton bois, il est jamais droit, donc comment tu veux faire quelque chose de nickel? Et le bois, avec l'humidité, il gonfle, il dégonfle. Et donc, ton panneau rigide, il ne va pas suivre ce mouvement-là. Alors, ça ne se pose pas, voilà, ça se pose. L'isolant, on va l'arrêter là, on ne va pas le poser en faisant des petits ponts comme ça. Parce que qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des trous. Ces trous-là, c'est potentiellement courant de convection, donc humidité. On le tasse pas non plus. On le met pour qu'il soit bien acérage, mais on ne le met pas qui va dans tous les sens. Et surtout, on le met bien jointif. Donc ça ne se pose pas n'importe comment un isolant. Donc voilà, isolant panneau rigide, on évite. Si c'est des combles, genre type maison des années 70 avec des fermettes préfab, c'est peut-être ce que vous avez chez vous, combles non accessibles, et c'est toutes des petites fermes comme ça. C'est toiture conventionnelle avec des chevrons? Il n'y a pas de pièces de bois qui reviennent comme ça dans la même continuité? Ah, c'est du béton, ok. Mais donc voilà, si maintenant votre grenier c'est vraiment un truc tout petit où vous ne voulez pas avoir accès, vous n'avez pas besoin d'avoir d'air de marche, vous pouvez simplement mettre un écran de sous-toiture au-dessus et c'est suffisant pour protéger des mouvements d'air. Ça, c'est une solution. Maintenant, si vous voulez avoir une aire de marche, il faut recréer la structure et mettre le plancher. Et donc, on a dit 6 fois plus fermé ici à la vapeur que ce qu'il y a au-dessus comme revêtement de plancher. Donc, on voit sur beaucoup de chantiers mettre des panneaux d'OSB. Vous voyez ce que c'est? C'est des panneaux où on voit des gros. Oui, c'est celui-là, voilà. Je suis bête. Ça, c'est des panneaux d'OSB. Ce panneau-là est frein vapeur. Il est frein vapeur. Donc, on va éviter de mettre ça en revêtement de sol au-dessus de l'isolant. C'est pas très cher, mais ça, encore une fois, ça va faire une barrière qui va empêcher cette espèce de lampe de rancement. Donc, on évite l'OSB en revêtement de sol au-dessus d'un isolant sur le plancher du grenier. On va utiliser des panneaux. On peut utiliser des panneaux à GEPAN. C'est des panneaux qu'on met en sous-toiture de bardage bois, mais sur les murs. Enfin, on les met en parevent sur les murs. C'est des panneaux un peu comme celui que je vous ai montré là, mais un peu plus rigides. Pardon? De revêtement de sol en OSB.
Donc l'OSB est un frein vapeur, et donc quand vous le mettez dans le programme que je vous ai montré Ubacus, dans 90% des cas, il y a une condensation qui se fait. Donc il vaut mieux éviter. Et laisser justement des éléments très ouverts, comme même un aglo est plus ouvert que l'OSB. Parce qu'en fait, l'OSB, on l'utilise comme frein vapeur. Même un aggloméré est plus ouvert. Mais l'idéal, c'est un parquet, quoi. Enfin, c'est un plancher brut. Là, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème. Mais évidemment, c'est un peu plus cher que de l'OSB. Voilà. Et donc, mais on évite aussi de revenir mettre un revêtement souple type lino ou compagnie au-dessus, parce que là aussi, ça va fermer le côté respirant du plancher. Mais en intérieur, il va faire frein vapeur, donc c'est pas gênant. Il va être du côté chaud de mon isolant, donc il va faire frein vapeur. Il ne faut pas qu'il soit du côté froid de l'isolant, du côté où la température est plus basse. Parce que là, je dois être ouvert et pas fermé à la vapeur. Rampe de lancement, c'est compliqué. Ça va, Donc vraiment retenir, hein. Je place mon frein vapeur, vous voyez là, il emballe mes gîtes. Je presse ma première couche, je remets une structure, je place ma deuxième et je mets un revêtement ouvert à la vapeur au-dessus. Et c'est des pièces de bois que j'ai repassées qui vont me servir à faire tenir ma structure. Donc il ne faut pas hésiter à demander conseil à un professionnel pour les différentes compositions. Ou d'essayer d'utiliser le petit programme Ubacus qui vous permet de rentrer les informations dedans. L'autre cas, c'est la dalle en béton. Donc là, on a une surface plane qui est dure. On a plein de solutions, on va le faire par le dessus. Tout ce qu'il faut savoir là aussi, c'est que normalement, la dalle, on dit que pour être isolée correctement, elle ne doit pas avoir de défaut de planéité supérieur à 3 mm sur 2 mètres. Donc quand vous mettez une règle de 2 mètres sur votre sol, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 mètres dans les irrégularités du sol. Ça, c'est la règle de l'art. S'il y a plus, il y a des espèces de billes de réagréage à sec qu'on vient tirer pour faire une surface plane, en fait. Vous voyez, là, il est en train de tirer les billes pour mettre une surface plane et puis il va mettre des panneaux rigides au-dessus, tout simplement. Alors, la dalle de béton, elle fait plus de 15 cm, donc pas un roudi, mais une dalle pleine en béton. Si elle fait plus de 15 cm, elle est étanche à l'air, naturellement. En mesurant des hauteurs, au passage de dalles, d'escalier ou des choses comme ça, on le voit. Si vous avez une trappe, à l'endroit où il y a la trappe. Donc si elle fait plus de 15 cm, elle joue le rôle d'étanchéité à l'air et de frein vapeur. Et donc on n'a pas besoin d'en mettre. Mais si c'est elle qui joue le rôle de frein vapeur et d'étanchéité à l'air, ça veut dire que tous les percements doivent quand même, eux, être rendus étanches à l'air par rapport au béton. Ok ? Donc c'est avec des manchons ou des bandes qu'on vient coller. Si elle fait moins de 15 cm, elle n'est pas étanche à l'air, elle n'est pas suffisante pour la diffusion de la vapeur d'eau. Et donc là, on mettra toujours un frein vapeur. Et là, c'est bien ça. Là, c'est plus simple. On fait que les déroulés sur la dalle, on les fait remonter sur le mur et c'est emballé, comme on dit. Vous voyez ? Hop. On a bien remis les bandes entre chaque lait de frein vapeur et on l'a bien collé au mur. Collé au mur, c'est une colle spécifique qui est en cartouche, qu'on vient tirer un bandeau, on le colle contre et puis on remet un tape. Et là aussi, du coup, chaque percement aura sa protection d'étanchéité à l'air. Donc ce que j'ai fait là sur ma dalle de béton, je pourrais le faire sur ce plancher-là, qui me servirait de fond. Ça, c'est... Si vous ne savez pas faire tout côté, parce que, disons que, je peux me permettre, moi, c'est ouvert par trappe, et la trappe, l'escalier, lui, il se couche, il ne se ferme pas. Il n'est pas dans la trappe ? Il n'est pas dans la trappe. Ouais, souvent, c'est la trappe. Il se couche... Faut changer d'escalier. Il faudrait voir comment ça se passe au niveau de votre escalier, parce que c'est vrai que souvent les escaliers, ils montent avec la trappe et ils se replient sur la trappe. Ouais. Donc il faudrait... Ça, je dois faire attention, parce que si on ne rien mettre, ça, j'ai pas fait, c'est ça.
Bah, Si on est passé au niveau du sol, l'escalier n'aura plus de place. Oui, c'est la boîte à fermer, oui. Parce que ça, j'avais mis une fois une boîte, et puis je l'ai fermée avec mon bâton, puis j'ai rouvert, et puis voilà, soit vous isolez pas à cet endroit-là et vous aurez un défaut d'isolation à cet endroit-là, soit vous dites je mets un escalier qui est plus adapté et qui me permet de bien isoler tout correctement. Un sur-trappe qui se referme bien correctement. oui, j'ai déjà vu ailleurs que sur la trappe, l'escalier était. Ouais, et on le replie et on referme la trappe. Moi, J'ai jamais vu ça. se met, Ouais. et il y a même une rampe pour monter. Quoi. Comment, enfin ouais, j'ai du mal à voir comment. J'ai jamais. Ouais. Et alors, quand on déplie, il y a même une poignée pour. Ah ouais. Il y a la porte bandée. C'est particulier. Et donc, là, comme on est sur une surface plane, on fait à peu près ce qu'on veut au niveau de l'isolation. Soit on se dit, je recrée une structure de support et je travaille en panneaux souples ou semi-rigides, ou je travaille avec des panneaux rigides que je pose directement. Je veille juste que ce soit des panneaux sur lesquels on puisse recréer une aire de marche et marcher. Donc, lui, là, comme ça, je ne peux pas marcher, mon polyuréthane, si j'ai des talons ou quelque chose qui poinçonne, je vais faire un trou dedans. Donc pour que ça soit accessible, il faut recréer une aire de marche dessus aussi. Il s'agit du plancher, du linoné, mais est-ce qu'on peut imaginer transposer ça au rez-de-chaussée aussi? Donc, pour le sol entre ta cave, ça dépend ce que tu as comme plancher. C'est une dalle de béton ou c'est des poutres en bois? Le seul problème, si tu le fais par au-dessus, c'est que tu vas remonter ton plancher. Il est accessible, oui, il est pour habiter, et donc tu vas être trop court en hauteur. Et maintenant, dans tes pièces d'en dessous, tu serais prendre de la hauteur? Et tu as des caves? Ça, c'est compliqué alors. Ça, c'est très compliqué d'amener de la hauteur dedans. Enfin, ça, on ne sait pas faire de miracle. Et tes pièces de vie, elles sont hautes sous plafond ou elles sont aussi... Pardon? Oui, c'est ça. Ouais, enfin... Ouais, généralement c'est 2,50 une pièce de vie. Parce que 2,10 m, je fais ça, même moi je touche. Et je suis pas grande. Ouais, mais tu pourrais déjà, peut-être pas arriver au R5, mais utiliser ta hauteur de chevron pour isoler. À minimum. Enfin, alors ça veut dire que tu n'es pas dans les primes, tu n'es pas dans la réglementation, mais tu as fait avec ce que tu avais. Donc voilà, donc, si on revient ici sur le plancher, ici, vous voyez des panneaux rigides qu'on a placés côte à côte. Ceux-là, chaque joint, on remet une bande aussi sur l'isolant, vu que c'est sa surface qui fait le parquet, mais il faut étanchéiser chaque joint d'isolant. Donc quand vous voyez maintenant les nouvelles constructions qui sont faites avec ces panneaux-là sur les murs, vous voyez, il y a des bandes normalement à chaque raccord de panneaux. Donc voilà, soit je veux retravailler avec du souple, je recrée ma structure, soit je travaille avec du panneau rigide sur lequel je peux qu'il y ait la résistance à l'écrasement. Il faut acheter, pas n'importe quoi, il faut acheter le collant qui est vendu avec l'isolant que vous placez. Et ça colle bien. Il y a des bâtiments qui ont été faits il y a 25 ans, qu'on démonte et où ça tient toujours. Mais il ne faut pas commencer à acheter un truc d'une marque, un truc de l'autre. C'est prévu pour fonctionner ensemble. Donc voilà. Et les panneaux, ben voilà, ça donne cet aspect-là. Quand c'est placé, on voit toutes les bandes qui viennent se remettre. Moi, ce que je reproche à ces matériaux-là, surtout quand c'est du polyuréthane, c'est que c'est très inflammable.
Donc, quand on est sur une dalle béton et que c'est au-dessus de votre espace de vie, ça ne me gêne pas. Enfin, ça ne me gêne pas, voilà, ça prendra feu au-dessus. Mais quand vous êtes dans une ossature bois, que ce soit un toit plat en bois ou votre toiture, ça apporte des flammes, de l'énergie à l'incendie. Et donc, ça brûle très très vite, ça apporte des fumées qui sont très toxiques. Et donc, moi, dans du bois, encore une fois, le polyuréthane, j'aime pas. J'aime même au-dessus, du coup, parce que ça porte l'incendie, en fait. Je ne sais pas si j'ai mis la vidéo en lien. Je ne sais pas si je l'ai mis dessus. Non, elle n'est pas bonne. Non, je ne l'ai pas là. Mais c'est une vidéo où on voit, il y a une mise à flamme dans un coin. Au bout de 3 minutes, c'est tout le complexe en polyuréthane qui est cramé avec une fumée noire, mais incroyable. Et c'est généralement cette fumée qui est très toxique qui vous tue. Et quand vous arrivez à vous enfuir, comme ça fond en faisant des gouttes, ça vous brûle en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis, s'il y a une dalle de béton au-dessus, vous êtes moins en contact direct avec, mais que si vous avez quelque chose de léger comme du plâtre, ça va vous tomber dessus directement. Donc voilà les détails. Ben voilà typiquement les passages de trappe. Hein. Donc on va rehausser la trappe et remonter l'escalier. Vous voyez, on recrée un caisson, on isole autour et on redécale l'accès du grenier. Quand on a fait ces versants-là, ben parfois c'est intéressant aussi de penser au mur pignon si c'est pas vers un voisin chauffé. Donc ça coûte rien de revenir mettre un peu d'isolation sur le mur mitoyen. Et avant, voilà. Et toujours, enfin, putain, c'est marrant, je suis à l'envers. Maintenant, si je veux isoler ma toiture, mes versants, donc si maintenant je dis, je veux vivre dans cet espace de con, faire des chambres, je vais isoler mes versants. Première chose à faire, c'est vérifier l'état des tuiles. Encore une fois, une tuile qui est fissurée, les tuiles en béton, comme on pouvait mettre dans les années 60-70, ça a une durée de vie de 25 ans. Après, ça devient poreux. Donc logiquement, c'est bon pour être changé aussi. Même si d'aspect, elles ont l'air bien, elles sont devenues totalement poreuses. Donc on va toujours vérifier l'état de la couverture et voir si elle est en bon état. Si elle n'est pas en bon état, on ne discute même pas, il faut la renouveler. Donc, mais en terre cuite, il y a encore moyen. Là, il faut faire des tests, voir si elles sont pas poreuses. Mais les tuiles de béton, c'était vernissé. Et il faut faire des tests de porosité en fait. On n'en trouve plus pour l'instant. Je vais parler sur des démarches minières, ils ont fait attention aussi. Ah, j'avais pas dit que j'en avais encore. Ils ont fait attention de ne pas casser parce que ça a fait Oui, ils auraient été embêtés vu qu'ils n'avaient plus les mêmes dimensions. Mais j'en avais un petit peu quand même. Tant que dire. Donc, j'ai vérifié que ma toiture, enfin ma couverture, que cette partie, ma tuile est en bon état. La deuxième question que je dois me poser, c'est sous-toiture. Est-ce que j'en ai une? Est-ce que j'en ai pas? Si j'en ai pas, il faut que j'en mette une en place. Ça veut dire, si on veut bien faire ça, démonter la couverture, remettre une toiture et refaire une couverture. Il y en a une, je dois vérifier si elle est bien ouverte à la vapeur, si elle est bien mise en place et qu'elle est encore en bon état. Si vous avez un voligeage comme celui-ci, donc ça c'est souvent sous les vieilles toitures en ardoise, on avait un voligeage comme ça, ça ne fait pas sous-toiture. C'est pas étanche à l'eau non plus. Ok. Cette sous-toiture, je vérifie, encore je vous l'ai dit tantôt, est-ce qu'elle est ouverte à la vapeur? Si j'ai une sous-toiture existante mais qu'elle n'est pas ouverte à la vapeur, je la démonte. Si elle est là, qu'elle est correcte, je vérifie qu'elle a bien été mise en œuvre, on verra comment, et puis je choisirai le bon isolant et le bon frein vapeur en fonction de cette couverture. Donc voilà. Donc une sous-toiture, quand elle est là, qu'elle est suffisamment ouverte à la vapeur, je dois vérifier différentes choses. Elle ne doit jamais bâiller comme ça. Ça doit toujours être bien tendu et pas avoir d'espèce de panse. Et ça doit être collé entre ces laits-là. Et donc si ce n'est pas fait, par l'intérieur, je viens corriger, je retends et je recolle. Ça,
Ils arrivent à passer, c'est elle est détendue. Donc voilà, il faut vraiment bien venir refermer, encore une fois, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre par infiltration et du vent qui vienne agiter l'isolant. Ok. Si elle est ouverte à la vapeur, on vérifie bien ce rapport de 6:1. Là aussi, quand on ne sait pas ce qu'il y a comme sous-toiture, parce qu'il y en a une flopée, il y en a qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises pour la gestion, on demande à un professionnel ce que c'est. Hop. Voilà. Dans les sous-toitures, par exemple, dans les années 70, il y en avait, c'était un espèce de plastique, un défault qu'on appelait ça. C'était un espèce de plastique jaune qu'on mettait micro-perforé. Celui-là, par exemple, il n'est pas terrible parce qu'en fait, il fait effet toile de tente. Donc, comme les perforations étaient trop grosses, l'eau passait quand même et par effet de succion, l'isolant était mouillé. Et donc, c'est vraiment important de comprendre le frein vapeur qu'on a en place, enfin la sous-toiture qu'on a en place. Et alors, toujours savoir, c'est que donc, hop, je vais pousser ça pour que vous voyez. Donc ça c'est ma toiture. Donc ça c'est une 3D de la toiture. Donc on voit le frein vapeur, l'isolant, la sous-toiture. On voit les tuiles. Il y a toujours une lame d'air entre la sous-toiture et les tuiles. Et cette lame d'air, elle est toujours ventilée pour aller assécher en fait la surface des tuiles. Donc les tuiles, bon, ici, il n'a mis qu'une latte, mais généralement c'est latte contre latte, et vous avez cet espace-là qui est toujours ventilé. Donc ça c'est important. Et donc normalement on ne ventile jamais entre la sous-toiture et l'isolant. Sauf exception qui est tolérée par les règles de construction. C'est justement quand on a cette toiture un peu micro-perforée qui fait effet toile de tente, ou une sous-toiture qui est un peu détendue, et donc qui pourrait laisser passer de l'eau, on met une deuxième... on laisse 2 cm entre la sous-toiture et l'isolant, et on laisse ventiler là. C'est le seul cas où on peut le faire. Parce que ce n'est pas une solution qui est top, parce qu'encore une fois, c'est un air froid qui circule là, et donc c'est pas génial, mais ça évite cet effet de transmission par contact de l'eau. Après, mise en œuvre, quand vous placez votre isolant, vous assurez qu'il est toujours mis à distance de votre frein vapeur, c'est quand même compliqué aussi physiquement à faire. Il faut commencer à régler et à... Donc c'est pas une solution forcément facile à mettre en œuvre, mais qui est possible. Et 2 cm. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Ça par contre c'est totalement déconseillé. Ma sous-toiture est là, mes chevrons. On a décidé de mettre des panneaux rigides. Et donc par en dessous. Mais ça, c'est pas bon, parce que là, j'ai un grand courant d'air qui se fait, hop, je suis là, ici, entre mon isolant et ma sous-toiture. Je vais avoir 5 cm. Mais ça, c'est dans les magasins de bricolage, c'est ce qu'on vous conseille souvent. Hein. Parce que c'est facile après ça venir, ça pousser. Mais, premièrement, c'est à ce niveau-là, entre le vide, entre votre isolant et votre sous-toiture, c'est pas bon. Et alors ici, comment vous gérez l'étanchéité à l'air de ces plaques-là? C'est super compliqué. Enfin, c'est difficile de le faire correctement. Donc, et même si on avait mis juste un panneau et puis un frein vapeur au-dessus, reste toujours ce vide d'air où j'ai 5 cm d'air froid qui va passer en permanence. Ouais. Il faut bien gérer alors les MU et les SD pour être sûr que ça soit toujours progressif et qu'il n'y en ait pas un qui est plus freinant derrière que devant. C'est toujours ça aussi. Et donc, vous y connaissez un peu, vous pouvez peut-être jongler, vous y connaissez pas trop, vaut mieux, je dirais, pour garantir le coup, on met le même matériau partout. Donc, quand je disais que c'est toléré d'avoir un petit courant d'air entre la sous-toiture et l'isolant de 2 cm maximum, dans certains cas, c'est toléré, mais là, on aurait 5 à 6 cm, et donc là, c'est vraiment un courant d'air trop froid.
Et donc vous aurez à chaque fois de la condensation ici en fait, mais à l'intérieur, sous la face de votre sous-toiture. Et donc ça va condenser à l'intérieur et goûter sur votre isolant. Parce que ici, ce côté-là, il est froid, et donc l'air qui circule, vous rentrez avec de l'air qui est plus chaud et qui est donc plus humide, ça va aller se condenser là. Et le courant de convection fait que ça refroidit encore plus. Ça, c'est le piège, c'est que c'est toujours bien caché, et donc quand on s'en rend compte, c'est souvent déjà la belle cata quoi, derrière. Donc voilà, ça c'est je vous ai remis pour un moment que si vous discutez avec des entrepreneurs, retrouvez la terminologie. Donc les pièces de bois qui descendent comme ça, c'est les chevrons. Les grosses pièces de bois qui vont de pignon à pignon, ça s'appelle les pannes. Là, vous avez la sablière, c'est la pièce de bois qui est sur le mur acrotaire de bas. Le pied de toiture. Voilà. Bah, ça c'est le pied de toiture, donc c'est votre mur qui remonte un peu plus haut. Et la sous-toiture. Et donc quand on regarde en coupe ce qui se passe là-dedans, ben on voit clairement hein, donc la couverture latte contre latte, la sous-toiture, la première couche d'isolant mis entre chevrons, la deuxième couche qui a été mise en surépaisseur entre les pannes, et mon frein vapeur. Et on l'a vu, il emballe bien tout pour revenir jusqu'au pied du mur. Hop. Et donc, moi, encore une fois, comme je suis dans du bois, dans une toiture, quand je fais la post-isolation, donc par l'intérieur d'une toiture, ben moi, je préfère les panneaux semi-rigides. Bois, laine, chanvre, herbe, mais c'est les panneaux qui sont le plus adaptés et plus faciles à travailler dans des structures comme ça. Et donc ici, on voit, il place la première série entre chevrons. Donc c'est 5 ou 6. Pardon ? Là, c'est la sous-toiture, ouais. Une laine semi-rigide, donc en panneau. Ouais. 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 Et je vais vous montrer après avec des photos comment on peut le faire. Et donc, ces panneaux-là, encore une fois, ben, on les coupe. Allez, si j'ai un anthrax de 45, je vais les couper à 46-47. Je vais les serrer un peu et pouf, ils vont se remettre en serrage quand je vais les placer. Et ils vont tenir tout seuls. Oui. La laine minérale. Mais donc, c'est un rouleau. Moi j'aime. Alors, je vais encore me faire taper sur les doigts s'il y a Knof qui m'écoute. Donc, autant les rouleaux en sol, ça ne me dérange pas, qu'un rouleau de laine minérale. Attends, je vais faire un petit écart, je vais aller chercher l'isolant. Allez, cette mallette-là, je l'ai depuis 3 ans. Regardez l'état où elle est. Et elle n'est pas manipulée souvent. Hein. Laine minérale. Donc c'est une de verre. Elle est toute écrasée. En fait, c'est un matériau qui n'a aucune tenue. Donc moi, j'ai démonté des toitures quand je faisais des rénovations, fait en laine minérale comme ça. Elle était au fond du versant. Parce qu'en fait, ça ne tient pas. Donc moi, en tant que professionnel, je déconseille toujours les matériaux en rouleau pour les pentes de toiture et les murs. Parce que ça peut, ça n'a pas de tenue par soi-même. Et donc, ouais, les panneaux souples. Ah, ouais, verre ou roche alors. Oui, ça, ils ont de la tenue, donc ça va. Mais les rouleaux, ça tient vraiment. Enfin, dans le sol, vous les déroulez, ça, pourquoi pas. Mais encore une fois, en été, je ne vous garantis rien. Mais sur des endroits où il y a le poids de la traction terrestre, c'est moyen. Enfin, vous regardez l'état, quoi. Mais je vous ai dit, j'ai démonté des toitures qui avaient une vingtaine, 20, 30 ans. Il y en a pas mal qui étaient dans le fond du mur, en pied de toiture. Et alors, au niveau de la chaleur, en été, ça gère rien. Donc, et alors maintenant, en plus avec les surprimes actuellement pour le biosourcé, vous êtes dans des prix qui se ressemblent. Surtout en le faisant vous-même. Donc, voilà. Vous voyez ici, il est bien passé derrière entre les chevrons et sur le gîte.
pour bien passer derrière et avoir bien une belle continuité entre les chevrons de l'isolant. Et vous voyez, il ne fait pas de panse, il est juste bien en serrage. Donc voilà, ça c'est la tête que ça a quand on a fait tout le tour. On va bien gérer les chevrons le long des murs. On gère aussi les pieds de versant. Donc là, il y a la sablière. On est bien venu bourrer dans le pied du versant aussi de l'isolant. En fait, le pied du versant, non, c'est le pied du, comment ça s'appelle, le pied de... C'est le pied de mur. Donc c'est là où votre toiture rejoint votre mur, votre sablière en fait. Parce que là, il a fallu être très haut. Parce que chez moi, il est haut comme ça. Ah mais mon plancher peut-être là. Hein. Et je peux regarder, il y a un espace, je peux le voir dehors. Oui, c'est logique. Oui, c'est ça. Et vous voyez votre corniche même peut-être. Ouais. Bah donc ce pied-là, généralement, quand on le fait ça bien, on remet quelque chose ici pour faire étanchéité au vent, soit une plaque comme ça ou de la membrane que vous recollez bien, et vous venez bourrer avec de l'isolant derrière la sablière. Moi, je pensais que je devais aller isoler derrière ce petit mur aussi. Ben non, parce que là vous êtes dehors. Et la deuxième couche d'isolant, il y a deux façons de la placer, ça c'est pour monsieur. Soit on recrée, donc on sert des gîtes, enfin des grosses pièces de bois, des pannes de toiture, pour recréer une ossature. Et donc on vient remettre des pièces de bois qui recréent des caissons de la largeur de votre panneau d'isolant. Et alors on s'arrange pour les faire en décalé. Donc si là j'avais mon chevron, ben je mets la pièce que je recrée à cheval sur mon chevron, justement pour encore faire la rupture thermique. Ou alors on utilise des poutres comme ça en T. Donc c'est une lame OSB avec un pied en bois. Et on vient les fixer sur les âmes des chevrons. Ou simplement on les cloue, on les fixe. Et ça nous permet directement, hop, j'ai reculé, de les régler pour avoir la hauteur de l'isolant qu'on veut. Ben, ça, c'est des pièces de bois qui coûtent pas cher. Ça, c'est des trucs usinés qui coûtent beaucoup plus cher. Ça, c'est une scie à onglet, enfin une scie sur table comme ça et une bonne agrafeuse. Un bon pistolet. Ben voilà. Mais disons que ça, il faut être un peu bricoleur. Ça, c'est plus facile à mettre en place. Ça va vous coûter le prix du bois. Ça va vous coûter quand même plus cher. Ouais. Et c'est très pratique parce qu'en fait, du coup, on règle le pied de ces poutres-là pour avoir un plan qui va après servir à faire notre lattage, à fixer le frein à vapeur puis l'attache contre l'attache. Donc ça, je vous l'ai montré. Hein. Ça, c'est un isolant qui est très très mal placé, tassé avec des vides. Moi, quand on place un isolant, ça doit avoir cette tête-là. Donc ça, encore une fois, isolant rigide entre chevrons, je le répéterai jamais assez, on évite. Et on placera toujours, donc côté chaud, le frein vapeur. Ici, le frein vapeur, dans ce dessin-là, ils ont pris l'optique de vouloir laisser apparaître un bout de poutre en bois à chaque fois, et donc ils sont venus resserrer le frein vapeur à chaque fois autour de la poutre. Quand on remplit plus, bien on vient carrément, avec le frein vapeur, au ras des poutres de structure, et on a un truc qui est encore plus facile à placer. Et on a une belle épaisseur d'isolant. Bon voilà, ça on l'a fait rapidement tantôt. Donc ça, c'est ma toiture. Donc là où je dois aller recoller mon frein vapeur, ben c'est à chaque fois que j'ai ma pièce de bois là qui ressort. Ou à mon fait. J'ai une pièce de bois qui est au-dessus aussi. Là aussi, j'aurai des raccords de frein vapeur. Ça se fait avec des bandes de ce type-là. Et vous voyez ici, ils ont mis suffisamment d'isolant et ils sont venus emballer la poutre derrière le frein vapeur. Et là, on a un beau truc continu et moins de raccords à soigner, quoi. Là, vous avez le Velux. On l'a vu tantôt, c'est les points de fuite et souvent de mauvais raccords. Ben là aussi, on voit bien le frein vapeur qui arrive, la bande qui va se coller jusqu'au dormant du Velux, à la partie fixe du Velux. Les pieds de versant, là aussi, c'est comme sur la maçonnerie, on colle, on rabat le frein vapeur et on vient remettre une bande dessus. Là, le long des murs pignons,
même chose, on vient mettre un joint de colle et on remet une bande que j'ai là, voilà, je l'ai ici, qui se colle cette face-ci sur le frein vapeur et cette partie-ci qui se n'aura dans l'enduit des maçonneries. Le passage des poutres, la peinture étanche à l'air. Donc voilà, typiquement, cette bande-là qui est en train d'être mise en œuvre. Le frein vapeur est là, on la colle sur le bout de frein vapeur, on met une première couche d'enduit où on pose le Jitex dedans, et puis on remet une deuxième couche d'enduit dessus. Donc ça se met toujours en deux passes, ces trames plastiques. Chaque passage qui est bien rendu étanche. Et donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Donc mon frein vapeur est là. J'ai créé avec des lattes un espace technique. J'ai latté contre latté pour créer un espace technique pour passer tous mes câbles et jamais venir percer mon frein vapeur. C'est aussi utile parce qu'à un moment, si vous voulez aller accrocher quelque chose dans cette paroi-là, si vous n'avez pas cet espace-là, bah votre clou, il va traverser votre plaque, il va aller se mettre dans votre frein vapeur et faire un trou dedans. Elle va passer en fait dans le vide qui est là. Donc on ne vient pas coller la... Voilà. Donc on ne vient pas coller le J-Proc contre le frein vapeur, mais on va lui faire une structure pour le décaler. Pour mettre le blocher électrique aussi. Hein. Donc j'ai été repêcher des blochers. Donc ça c'est le blocher électrique qui va vous servir à mettre votre prise électrique ou votre interrupteur. Bah ça il faut aussi de la place pour le mettre. Et ça ne peut pas percer votre frein vapeur, donc il faut au moins cette épaisseur-là d'espace si vous avez des blochers à mettre. Ça, et ça, c'est le blocher étanche. Donc ça, c'est les anciens blochers électriques, avec les petits opercules qu'on faisait sauter. Et ça, c'est les nouveaux maintenant qui sont étanches à l'air, où c'est des membranes EPDM qu'on perce et qui viennent se serrer autour des câbles. Je voulais encore vous dire, oui. Bon, après, vous avez un grenier où il y a déjà une isolation qui est placée, mais qui est insuffisante. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, si cette isolation, elle a déjà un frein vapeur, donc attention que dans les rouleaux de laine minérale, quand c'est le papier craft, c'est pas frein vapeur. C'est juste un film qu'ils mettent pour tenir la matière. Si c'est un film d'alu, là, ça va être frein vapeur. Et on a vu, on ne peut pas bloquer la diffusion de la vapeur d'eau au sein d'un complexe isolant. Donc si vous vous retrouvez avec une membrane comme ça, mais étanche à l'air, donc un frein vapeur type alu, et que vous voulez renforcer votre isolation en maintenant celle qui est là déjà en place, pourquoi faire 2 investissements ? Ben, il faut arracher cette couche-là. Il faut l'arracher, ou alors on dit donner des grands coups de cutter dedans et essayer de la rendre perméable à la vapeur d'eau en fait. L'idéal, on l'enlève, on entaille, on l'entaille, on remet la surcouche en plus et on revient mettre son frein vapeur définitif côté intérieur. Donc c'est possible. S'il y a de l'isolant qui est déjà là en bonne condition, pourquoi l'enlever ? Ok. Ça c'est un peu, donc là il y avait la toiture et donc souvent on s'arrête là, mais pourquoi ? Si on a un mur qui remonte d'une certaine hauteur, ben autant penser à l'isoler dans une seule traite, quoi. Et donc là, ce qu'on fait, ben on recrée aussi des caissons, on met une filante, en fait une pièce de bois au sol, on recrée des caissons à la taille des isolants, et on vient remplir avec l'isolant, et on refait descendre son frein vapeur jusqu'en bas. Le frein vapeur, quand il est posé, enfin quand il change d'angle, on va dire, hein, quand il passe de la verticale à l'horizontale ou d'un versant de toiture à un pignon, on ne va jamais le placer à angle droit, on va toujours lui faire des petites oreilles, des boucles de dilatation. Parce que le bâtiment, il bouge, naturellement il bouge. Voilà. Et donc quand on est dans un angle, ben, mon frein vapeur, je vais lui faire une petite boucle, du petit mou ici, quoi, comme une petite oreille en fait, et je vais venir le fixer là. Comme ça le bâtiment, il peut bouger, ça ne va pas l'arracher. Et donc c'est le même, ici en pied, on va lui donner un peu de mou et pas le mettre à 90 degrés.
Le Velux. Il a l'air très beau, mon Velux, là. Comme ça, il a l'air beau. Thermographie, donc plus c'est foncé. On met la maison en dépression et on regarde où l'air froid rentre. Et donc, partout où c'est bleu foncé, ça veut dire que j'ai des défauts d'étanchéité à l'air parce que l'air froid rentre quand je mets le bâtiment en dépression. Ce qui veut dire qu'en usage normal, c'est la chaleur qui sort par là. OK ? Et donc, on voit là, tout le tour de ce Velux, c'est des zones où il y a des points froids à l'intérieur de mon isolant parce que l'air froid vient le refroidir. Et l'air chaud, surtout, passe en emmenant toute l'humidité avec. Ça se voit, enfin, c'est pas la même photo, mais ça se voit généralement les Velux mal posés en hiver. La neige est fondue autour. Parce que si c'est pas étanche à l'air, la chaleur, elle passe par là et donc elle fait fondre la neige. Donc, observez votre toiture, ça vaut parfois la peine de voir si c'est bien fait ou pas. Et donc, voilà. Ça, il ne faut pas voir sur chantier, parce que là, la continuité de l'étanchéité à l'air, elle n'y est pas. Et donc, bien. Donc, on peut couper comme ça ne me dérange pas, mais on vient repasser après une bande qui revient refaire l'étanchéité à l'air autour. Et surtout, on s'assure qu'elle est bien continue avec le Velux. Ça, je vous l'ai montré tantôt aussi, hein, le mur pignon entre les deux habitations. De ce côté-ci, toiture bien faite. Le mur pignon, personne ne l'a isolé. On est venu isoler le toit, et ce mur-là, ni le maçon ni le couvreur n'ont fait attention, et donc c'est devenu zone de déperdition de chaleur majoritaire. Et donc on voit la neige qui fond. Donc si vous refaites votre toiture complètement, donc si vous enlevez votre couverture, allez penser à réisoler ces dessus de murs, ça vaut la peine. Faut pas non plus oublier une chose avec c'est quand vous avez un conduit de cheminée. Je ne sais pas si chez vous certains ont un conduit de cheminée qui passe à travers la toiture. Il y a des zones de respect au feu, selon le type de conduit qu'on a. Par exemple, un poêle à peler, selon le type de conduit, il faudra garder une certaine distance avec un matériau ignifuge autour de lui. Et donc typiquement, si on travaille avec une laine de bois, là, selon le type de conduit, il y aura peut-être 20, 30 ou 40 cm à mettre avec un matériau qui résiste au feu, type une laine de verre. Et là, on changera d'isolant. Le frein vapeur, c'est aussi un film, donc c'est aussi potentiellement inflammable. Et donc, votre chauffagiste, normalement, quand il vous place un poêle au pelé qui passe par votre toiture, il doit vous donner une plaque spécifique, étanche à l'air, qui est à placer sur le frein vapeur et qu'on vient raccorder au frein vapeur. Donc ça, c'est des petits détails, mais ça, c'est pour éviter les belles catastrophes. Vous voyez ici, première plaque, le frein vapeur qui vient mettre, et on refait l'étanchéité autour du trou là beaucoup plus largement. Et ça, c'est la plaque que le chauffagiste doit vous donner. Enfin, la personne qui place votre tuyau d'évacuation. Et alors, ça, Mathilde vous l'a dit, en région Wallonne, je pense qu'il y en a une à Wavre de guichet. Vous avez un guichet de l'énergie ? Permanence. Les premiers jeudis du mois, et sinon il y a un guichet permanent à Otigny. Donc guichet permanent à Otigny et une permanence à Wavre tous les premiers jeudis du mois. Donc ça, c'est un service de la région Wallonne, notamment pour info sur les primes, sur quelles primes vous avez droit, les particularités techniques, qui sont là pour vous conseiller en direct. Ils ne peuvent pas aller chez vous, mais ils peuvent vous donner du conseil, même avec des photos par exemple parfois. Avec les devis, etc. Avec les devis aussi, ils regardent les devis avec vous, si tout est là. Ouais. Et ils sont généralement très 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 bien formés, donc voilà. Et donc le numéro vert de la Wallonie et les guichets d'énergie, vous retrouvez sur l'adresse toutes les permanences qu'il y a dans les